like millions of teenage boys around the country. Adam Lanza was motivated by violent video games. Through vicious, violent video games. Into the effects that violent video games have on young minds. Il est clair qu'on a des jeux vidéo violents qui conditionnent à la violence parce que ça déréalise. Puis il y a le rapport à la violence et ça vous conditionne. 4 drames en un quart de siècle et à chaque fois, la même accusation, les mêmes études annoncées, puis le silence, jusqu'au prochain. Une professeure d'art plastique de 60 ans a été poignardée à plusieurs reprises, en plein cours, par un élève de 14 ans. Soit les jeux vidéo rendent vraiment violents, et alors ça fait un quart de siècle qu'on le sait et qu'on ne fait rien, soit ils ne rendent pas violents, et alors ça fait un quart de siècle qu'on accuse le mauvais coupable. On va vérifier. Parce que si Emmanuel Macron a raison, si jouer à Fortnite peut vraiment conditionner un adolescent à poignarder quelqu'un, alors c'est le sujet de santé publique le plus urgent du pays. Sauf que cette question, la science l'a déjà examinée, plusieurs fois, dans plusieurs pays, avec des dizaines de milliers de sujets. Mais le débat revient quand même, à chaque drame, comme si les réponses n'existaient pas. Alors soit personne ne les lit, soit elles n'arrangent personne. 7, 8 et 10. Ça, on est où les résolutions ? On est en février, je viens aux nouvelles. Moi, j'ai du mal chaque année, parce que la motivation, ça s'épuise. Ce qui tient, ce sont les règles non négociables. Être au bureau à 8h, même sans inspiration, et en tenue de sport à 17h, même fatigué. Y a pas de sportifs, juste des gens qui comptent les secondes. Y a pas de créatifs, juste des gens qui fixent leur 7e café. Et y a pas d'investisseurs, juste des gens qui téléchargent Trade Republic. Une fois l'app installée, vous ouvrez un compte en 10 minutes, sans frais d'ouverture, sans frais de tenue de compte, et vous pouvez mettre en place un plan d'épargne programmé. Vous choisissez un montant, mettons 50 €, et tous les mois, cette somme est investie automatiquement sur l'ETF ou l'action de votre choix. Avec le SafeBack, chaque fois que vous payez avec votre carte, 1% de cette dépense revient automatiquement dans votre épargne. Vous payez 100 € de course, 1 € est investi pour vous. Ça paraît rien, mais c'est de l'argent que vous aviez dépensé de toute façon. Et il s'accumule, jusqu'à 15 € par mois. Cet argent génère des intérêts, qui génèrent des intérêts, qui génèrent des intérêts. Sur 10, 15 ou 20 ans, la somme de départ compte beaucoup moins que la régularité. Et vous n'avez qu'à payer avec votre carte. Dépenser, c'est bien la seule habitude qu'on n'a jamais eu besoin de construire. Investir comporte des risques de perte en capital. Le lien pour télécharger l'app est en description. Merci Trade Republic. Les jeux vidéo rendent-ils violents ? Les scientifiques se posent cette question depuis plusieurs décennies et ils ont apporté des réponses. En 2010, des chercheurs ont défendu l'idée d'un effet cumulatif, d'une agressivité qui augmenterait à mesure qu'on joue. Leur étude dit ceci. Quand on expose quelqu'un à de la violence dans un jeu de façon répétée, en moyenne, on mesure des changements. La personne pense plus souvent en termes d'agression, réagit avec plus d'hostilité et montre moins d'empathie. Ces effets sont petits, mais dans leur étude, ils existent statistiquement. Et dans un contexte où d'autres facteurs s'ajoutent, un contexte familial, d'irritabilité, cette exposition pourrait contribuer à augmenter la probabilité d'un comportement agressif. Cette méta-analyse, elle date de 2010 et c'est le papier le plus cité par ceux qui défendent un effet des jeux vidéo. C'est le dossier le plus complet que ce camp ait produit. C'est un résultat préoccupant, donc on a continué de chercher depuis. En 2017, une équipe reprend ces données, mais cette fois elle corrige ce qu'on appelle le biais de publication. En gros, quand une étude trouve un effet, elle a plus de chances d'être publiée que quand elle n'en trouve pas. Du coup, la littérature scientifique donne une image déformée. Elle surreprésente les résultats positifs. Quand on corrige cette distorsion, les effets trouvés par la méta-analyse de 2010 deviennent beaucoup moins évidents. L'année suivante, une autre équipe pose une question différente. Est-ce que les effets de labo se traduisent dans la vraie vie ? Est-ce qu'un adolescent qui joue à des jeux violents aujourd'hui devient physiquement plus agressif des mois plus tard ? Pour le savoir, il compile toutes les études qui ont suivi les mêmes personnes dans le temps et il trouve un effet statistiquement détectable. Mais tellement petit que beaucoup de chercheurs contestent sa pertinence pratique. En 2020, une méta-analyse compile les études longitudinales et les classe par qualité méthodologique. Résultat, les études de meilleure qualité ne fournissent pas de preuves robustes d'un effet. Et en 2023, une équipe change d'approche. Au lieu de questionnaire, elle utilise l'imagerie cérébrale. Pendant 2 semaines, des participants jouent quotidiennement à un jeu violent pendant qu'on observe leur réponse cérébrale liée à l'empathie par IRM fonctionnelle. Résultat, pas d'effet de l'exposition sur l'empathie pour la douleur, et quand les chercheurs utilisent une méthode statistique conçue pour distinguer « on n'a pas trouvé d'effet » de « on a la preuve qu'il n'y en a pas », c'est la deuxième option qui l'emporte. Vous voyez le schéma. À chaque fois qu'on corrige un biais, qu'on préenregistre un protocole, qu'on contrôle mieux les variables, l'effet se réduit. Et dans les sous-ensembles aux meilleures pratiques méthodologiques, il devient statistiquement indistinguable de 0. Donc le dossier le plus complet jamais produit contre les jeux vidéo a été largement affaibli par 15 ans de recherche. Mais il y a un détail dont on parle pas souvent. Depuis le début, on parle d'agressivité, d'effets sur le comportement agressif, de score d'agression. Mais est-ce que vous savez ce que c'est ? Voilà ce que font les chercheurs. Premier test, on vous dit qu'un autre participant déteste la nourriture épicée. Et on vous demande de lui préparer une dose de sauce piquante. La quantité et le niveau de piquant que vous choisissez, c'est votre score d'agressivité. Deuxième test, vous appuyez sur un bouton qui envoie un bruit désagréable dans le casque d'un adversaire. Plus vous montez le volume ou la durée, plus vous êtes agressif.
Troisième test, on vous montre un mot à trous, et si vous répondez kill au lieu de kiss, c'est de l'agressivité cognitive. De la sauce piquante, un bouton de volume et un jeu de Scrabble, c'est sur ces mesures-là que le débat scientifique s'est joué ces dernières années. Et c'est sur elles que l'effet n'a cessé de rétrécir. Mais il y a encore plus intéressant que ça. Parce que ce dont on vient de parler, c'est l'effet du contenu violent. Le sang, les armes, les meurtres à l'écran. Et si dès le départ, la question elle-même était mal posée. FIFA, c'est un jeu de foot. Il n'y a pas d'armes, pas de sang, pas de meurtre. Et pourtant, c'est peut-être le jeu qui a cassé le plus de manettes. Pourquoi ? En 2011, une étude a isolé l'effet de la compétitivité et celui du contenu violent sur le comportement agressif. Résultat, la violence du jeu n'était pas suffisante pour augmenter l'agressivité. Ce qui faisait bouger les scores, c'était la compétitivité, indépendamment du contenu. Un jeu de course intense produisait plus de réactions agressives qu'un jeu violent moins compétitif. C'est très important, parce que ça veut dire que même les petits effets que certaines études trouvaient encore peuvent dans certains protocoles être expliqués par la compétitivité et la frustration, plutôt que par le contenu violent. Ce n'est pas le sang à l'écran qui fait réagir, c'est la compétition et parfois le fait de perdre. Résumons, le dossier scientifique le plus souvent cité en faveur d'un effet des jeux vidéo a été affaibli par 15 ans de réanalyse et d'études mieux contrôlées. Ce que ces études mesurent comme agressivité, ce n'est pas de la violence, et ce que certaines études trouvaient encore peuvent être expliqués par la compétitivité et la frustration. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le débat est à 100% clos ? Pas du tout. En science, c'est rarement le cas. Des chercheurs très sérieux continuent de défendre un petit effet cumulatif. Leur argument, c'est que même un effet minuscule, appliqué à des milliards de joueurs, devrait produire un signal statistique sur la violence sociétale. En revanche, voilà ce sur quoi tout le monde s'accorde, y compris ceux qui défendent cet effet. Personne ne démontre de pont solide entre l'agressivité mesurée en labo et la violence criminelle. La science est d'accord pour dire que ça peut énerver, elle n'est pas d'accord pour dire que ça rend dangereux. Alors l'Association de psychologie américaine, la plus grande organisation de psychologues au monde, a publié en 2020 une résolution formelle. Et le tout premier paragraphe dit ceci: attribuer la violence aux jeux vidéo n'est pas scientifiquement fondé, et ça détourne l'attention d'autres facteurs. Voilà ce que disent les études. Maintenant, réécoutez Monsieur le Président. Passer des heures devant des jeux vidéo où on passe son temps en série à s'habituer à de la violence, ça vous conditionne, ça vous fait pas de bien. Ça c'est vrai. Mais le bon sens, ce qu'on constate, doit déjà nous dire, c'est mauvais pour vos enfants de leur laisser passer des heures et des heures devant des jeux vidéo violents et qui conditionnent à la violence. Il est clair qu'on a des jeux vidéo violents qui conditionnent à la violence. Quand vous passez 5-6 heures par jour à tuer des gens, à être dans cette logique-là de prédation, bah c'est clair qu'à un moment donné, ça conditionne des jeunes. Et donc quand ils se retrouvent dehors, quand ils se retrouvent en classe, quand ils ont un moment la rage contre quelque chose, une situation, bah ça va les désinhiber complètement et parfois leur faire conduire le pire, leur faire commettre le pire. Pardon. Le 3 février dernier, à Sanary-sur-Mer, un élève de 14 ans a poignardé son enseignante d'art plastique en plein cours, de 4 coups de couteau, devant plusieurs élèves. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, son pronostic vital est toujours engagé. Dans l'interview de Brut, le président réagit à cette vidéo d'une enseignante. Enseignante, qu'est-ce qu'on attend pour interdire les jeux vidéo? Qu'est-ce qu'on attend? Les enfants à 7 ans, 8 ans, au CE2, allez interroger les institutrices. Ils jouent à Fortnite. Qu'est-ce qu'on attend pour interdire ces jeux? Je vais rien reprocher à cette femme. Elle a peur, elle est en colère, et elle cherche un coupable identifiable dans un moment où tout semble hors de contrôle. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment de cette affaire? On sait que l'adolescent a reconnu les faits en garde à vue et que c'est une vengeance personnelle. Il a dit qu'il avait trop de haine contre son enseignante, qui avait rédigé la moitié des 10 incidents disciplinaires inscrits à son encontre sur Pronote depuis la rentrée. Il avait cherché sur internet ce que risquait un mineur qui tuait sa professeure, et le matin du 3 février, il a pris un Opinel dans la cuisine familiale et il l'a poignardé en plein cours devant ses camarades. Le parquet retient donc la tentative d'assassinat avec préméditation. Il ne retient pas les jeux vidéo comme mobiles. Mais le président ne dit pas que les jeux vidéo ont causé cette attaque. Il dit quelque chose de beaucoup plus large. Écoutez bien, parce qu'il tient deux positions dans la même interview. Il est clair qu'on a des jeux vidéo violents qui conditionnent à la violence. Quand vous passez 5-6 heures par jour à tuer des gens, à être dans cette logique-là de prédation, bah c'est clair qu'à un moment donné, ça conditionne des jeunes. C'est clair. Pas c'est possible, pas on soupçonne, c'est clair. Pour lui, la question est réglée. Et quelques minutes plus tard... Et donc pour ça, moi j'ai souhaité lancer un travail, ça c'est ce qu'on va poursuivre, qu'on va confier à des experts, essayer de mesurer scientifiquement l'effet que ça a. Bah, j'attends justement qu'il y ait un consensus scientifique. Si c'est clair que les jeux vidéo conditionnent à la violence, pourquoi lancer une mission de 2 mois pour le vérifier? Et si on a besoin de 2 mois pour savoir s'il y a un consensus scientifique, alors sur quoi repose le « c'est clair » ?
C'est une incohérence de posture. On peut être convaincu personnellement et commander une expertise, mais alors le « c'est clair » ne sert pas à décrire un état du savoir, il sert à occuper l'espace médiatique en attendant que la mission produise quelque chose. Et si on a besoin de 2 mois pour savoir s'il y a un consensus scientifique, alors « c'est clair » est une affirmation sans fondement, prononcée 2 jours après un drame, par le président de la République. Et cette contradiction politique et médiatique, elle n'est pas nouvelle. C'est exactement le même script depuis un quart de siècle. Que ce soit les fusillades de masse aux États-Unis ou des coups de couteau dans un collège français, les contextes n'ont rien à voir, mais à chaque fois c'est le même réflexe. Un incident, un bouc émissaire, une annonce, et le débat s'épuise avant que les conclusions arrivent. Les jeux vidéo sont ce qu'on pourrait appeler un coupable confortable. Ils changent à chaque génération. Les comics dans les années 50, le rock, le cinéma, les jeux vidéo maintenant, mais le mécanisme reste le même. Un jeu vidéo, c'est une cause infiniment plus simple que de se demander ce qui fait vraiment basculer un adolescent vers la violence. Cette question-là, elle est terrifiante, parce qu'elle n'a pas de coupable unique et pas de solution en 2 mois. Le jeu vidéo, si. Les politiques peuvent lancer une mission, faire une annonce et prétendre qu'ils se battent contre une industrie. Mais il arrange pas que les politiques, il arrange aussi les parents. Quand votre enfant change, quand il se replie, quand il devient agressif, vous cherchez une explication que vous pouvez saisir, quelque chose que vous pouvez contrôler. Couper la console, limiter le temps d'écran, interdire un jeu, c'est un levier concret quand vous n'en avez aucun. Et le coupable confortable protège aussi paradoxalement ceux qui l'accusent, l'industrie du jeu vidéo. Sur la question de la violence, elle a la science avec elle, et elle le sait. Donc quand un président relance le débat, elle répond sur ce terrain-là, parce que c'est le terrain sur lequel on l'attaque. Mais tant que le débat en reste là, personne ne lui pose les questions qui la concernent vraiment. Le design addictif, les lootbox qui reprennent des mécaniques proches des jeux d'argent, les mécaniques de rétention qui ont un impact sur le sommeil, tout ça est documenté. Les jeux vidéo peuvent avoir un impact négatif, souvent ceux des écrans en général. Ce n'est pas parce que le lien avec la violence ne tient pas qu'ils n'ont aucun autre effet. Les effets réels n'ont juste rien à voir avec ce qu'on nous raconte. On n'a pas seulement affaire à un mensonge, on a affaire à un mécanisme d'évitement collectif où tout le monde, pour des raisons différentes et parfois inconscientes, a intérêt à entretenir la mauvaise question plutôt que d'affronter celles qui n'ont pas de réponse simple. Et c'est pire qu'un mensonge, parce qu'un mécanisme d'évitement se nourrit de bonne foi. Le parent est sincère, le politique a juste besoin que ça paraisse sincère, et l'industrie dit la vérité sur la violence. Et c'est précisément pour ça que la boucle se répète en permanence. Le problème, c'est que cette boucle n'a pas seulement un coût médiatique, elle a un coût humain. L'adolescent qui a poignardé son enseignante n'a pas explosé du jour au lendemain. Le système avait repéré qu'il était instable. Son collège avait déjà signalé des suspicions de violence familiale visant sa sœur. Suffisamment documenté pour qu'un juge des enfants de Toulon ordonne le 17 septembre 2025 une mesure d'assistance éducative pour les 2 enfants. Concrètement, ça veut dire qu'un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, le bras de l'État chargé de suivre les mineurs en danger ou en difficulté, devait les recevoir, évaluer leur situation et décider s'il fallait intervenir davantage. Ce rendez-vous avait été fixé au 5 février, 4 mois et demi après la décision du juge, et 2 jours après le passage à l'acte. En gros, l'entretien n'a jamais eu lieu. Pourquoi avoir attendu 4 mois pour ce rendez-vous? Parce que les services sont saturés. La Cour des comptes, dans son rapport de mars 2023 sur la pédopsychiatrie, donne le délai d'attente moyen pour un premier rendez-vous en médico-psychologie. 21 jours pour un adulte, 116 pour un enfant ou un adolescent. Donc un adulte qui va mal attend 3 semaines, quand un gamin attend un trimestre entier, dans un système médical qui se vide. En 2010, la France comptait 3113 pédopsychiatres, en 2022, il en restait 2039. Une chute de 34% en 12 ans. Pendant que le débat sur les jeux vidéo tournait en boucle, les seules personnes capables d'identifier un adolescent en souffrance avant qu'il bascule disparaissaient du système. Vous ne le saviez probablement pas, parce que cette question, pourtant évidemment directement liée au problème, occupe beaucoup moins d'espace médiatique que celle des jeux vidéo. Quand un adolescent va mal en France, c'est le service public qui est censé le rattraper. Les centres médico-psychologiques portent l'essentiel de la pédopsychiatrie de première ligne. Et la protection judiciaire de la jeunesse relève de la fonction publique d'État. Les postes, les budgets, les effectifs, tout ça dépend directement de l'exécutif. C'est donc la responsabilité du gouvernement et c'est la responsabilité du président de la République. Sauf que former un pédopsychiatre, ça prend 10 ans. Recruter des éducateurs, ça veut dire des postes, des salaires et des moyens sur la durée. Régler ce problème, ça demande un plan qui se compte en années et en milliards. Alors que lancer une mission sur l'impact des jeux vidéo et laisser les éditeurs se défendre de résultats d'études qu'on n'a pas encore menés, c'est beaucoup plus accessible. Et c'est politiquement efficace jusqu'à ce qu'on en ait encore besoin. Jouer à la violence ne fait pas passer à l'acte criminel. Mais on n'a pas vraiment passé un quart de siècle à chercher si les jeux vidéo rendaient les enfants violents. On a passé un quart de siècle à poser la mauvaise question, parce que la bonne coûte trop cher. J'ai joué à GTA beaucoup trop jeune. J'ai joué à Call of Duty, à Counter-Strike des nuits entières, à des jeux où il fallait arracher des cœurs à main nue. J'ai passé des milliers d'heures dans des mondes conçus autour de la violence. Mais ces heures-là, c'était aussi des voix dans un casque à 3h du matin. Des gens que j'ai jamais rencontrés mais qui sont devenus des amis. Parce que dans un jeu, personne ne sait dans quel collège tu es. Personne ne sait à quoi tu ressembles. Si t'as de l'acné sur toute la figure,
personne ne le voit. Si tu manges seul à la cantine tous les jours, personne ne le sait. Dans un jeu, t'es pas le gamin bizarre du fond de la classe. T'es celui qui couvre le flanc gauche, celui qui appelle les rotations, celui à qui on dit bien joué. Et c'est peut-être la seule fois de la journée que quelqu'un te le dit. En ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, un adolescent est peut-être en train de basculer. Et il n'a personne à qui parler. Sauf peut-être à une voix dans un casque. Merci à tous, merci à Trade Republic. C'était Léo Duff.